Bonjour. Donc, je remercie les organisateurs. Je vais essayer de tenir le temps parce que j'ai beaucoup de choses à vous évoquer, vu le titre. Donc, je vais commencer assez vite. Euh, en guise d'introduction, je vais vous parler rapidement de deux festins qui lient l'archéologie au public et l'archéologie à le premier, c'est un festin de bison qui a eu lieu en 2019 aux Aisies, qui était un peu la Mecque de la préhistoire, puisque pour les préhistoriens, c'est un petit peu là que tout a commencé. Hein. C'est les grandes grottes ornées, les premières grottes ornées, la Moute, les grands sites paléolithiques moyens et supérieurs. Donc c'est un petit peu aller aux Aisies, c'est toujours très émouvant pour un préhistorien. Et on m'avait invité à un banquet qui consistait à cuire un bison à la broche. Donc le bison, évidemment, c'est pas anodin, ça renvoie à des tas de choses aux Indiens d'Amérique, mais ça renvoie aussi à l'art paléolithique. Alors, les Hésies, c'est un village très touristique, donc il y a énormément de public. Alors, je ne sais pas si les gens, pour eux, c'est important de manger un bison, mais en tout cas, pour les enfants, ça l'était. Alors, malheureusement, je suis pas habitué aux enquêtes sociologiques ou ethnographiques, mais j'aurais bien aimé faire une véritable enquête. Enfin, c'était juste une prise de contact sur cet événement tout à fait festif qui réunit environ 300 à 400 personnes tous les ans aux Aisies quand le Covid n'est pas de la partie. Alors, vous voyez ici la cuisson par le service technique qui a mis en place une broche électrique pour cuire l'animal pendant le matin très tôt jusque vers les 18 heures. Et les gens qui sont en train là de décharner la carcasse de manière à répartir les parties, les éléments du corps pour dégager les steaks et dégager les filets de viande. Alors les festoyeurs se retrouvaient sous deux grandes tentes. Vous voyez ici une image, voilà, à l'intérieur, donc quelque chose de très convivial. Donc j'ai rencontré plein de préhistoriens, donc je connaissais que les noms, des politiciens, on a pu échanger des tas de choses, et évidemment, pour eux, c'était important, cette réunion, parce qu'à la fois, ça permettait de sensibiliser le public à la préhistoire, d'une certaine manière, et puis aussi d'être un grand lieu de rencontre au pied des grottes paléolithiques. Vous voyez, un très bel endroit. Voilà, donc ça, c'est une façon de montrer que l'archéologie, encore aujourd'hui, est moteur de grands festins. Et puis un deuxième exemple qui est peut-être plus connu, c'est le banquet des archéologues et des plasticiens, le déjeuner sur l'herbe, qui a eu lieu en 1983. À l'initiative d'archéologues de Paris 1 et puis aussi de Paris 4 et puis de Spoeri, qui est un artiste contemporain très sympa qui vous explique qu'il a jamais su peindre et dessiner, et donc il a décidé à un moment donné de faire des tableaux avec des assiettes et de la nourriture, puisque ça il savait les mettre en perspective, donc il fait partie de la nouvelle figuration, un mouvement des années 70-80. Et donc là, il y a eu un grand repas qui a été fait avec des archéologues, des étudiants et des plasticiens. Une tranchée a été creusée, on a enterré le repas et on a refouillé ensuite les restes du déchet, enfin les restes du repas, ce qui était devenu le repas tel quel, en 2016, donc bien plus tard. Et effectivement, ça a été à la fois une expérience de banquet et une expérience d'archéologie, dans la mesure où il y avait en quelque sorte une expérimentation pour savoir ce que devenaient les vestiges lorsqu'ils étaient enfouis pendant un temps assez long. Voilà, alors ça c'était une façon, donc on peut passer à la deuxième partie, Pierre. Ça c'était une façon d'introduire le sujet. Alors dans la deuxième partie, je vais vous parler. Ça va être un peu compliqué parce que comme à cause de mon fond, le PDF était très très lourd. Et, merci. Donc les thèmes abordés, donc ça va être les cuissons collectives. Donc on a vu un très très bon compte rendu de tout ce qui tournait autour des fours polynésiens. Donc j'ai pas besoin de revenir là-dessus, bien entendu. Et puis je parle sous le contrôle de mes collègues qui sont beaucoup plus spécialistes que moi sur ces questions. Mais ce problème de cuisson collective, c'est un problème quand même qui a qui a été très présent en archéologie et qui est toujours posé en général avec
ces fours qu'on dit plus polynésiens, moi j'appelle ça un four à pierre chauffante en cuvette, qui sont découverts dans le sud de la France depuis le Mésolithique, hein, je pense à l'abri de Gramary, pardon, en Vaucluse, jusqu'à la fin de l'âge du bronze et pendant l'âge du fer. Donc c'est des structures qui sont vous voyez, assez spectaculaires. Alors là, vous avez les grands foyers de Villeneuve-Tolosane sur lesquels je vais revenir. Puis là, vous avez le type de fouille qu'on opère sur ce genre de structure de cuisson, où on a en général une fouille par moitié quand on n'a pas trop le temps, et pour au moins repérer les traces ou les éléments de bois brûlés, de végétaux brûlés au fond de la cuvette. Et on voit les galets fracturés et brûlés qui sont dessus, mélangés à de la cendre, bien entendu. Alors, c'est énormément de travaux universitaires, de publications scientifiques et d'études spécialisées, dans un rapide vision, quoi, sur Internet. J'ai repéré une dizaine de travaux universitaires. Il y a plein de masters qui sont inédits, qui ont été consacrés à ces sujets par région, par thème. Évidemment, pas beaucoup sur la Polynésie, mais beaucoup, enfin sur le Pacifique, mais beaucoup évidemment sur des fouilles françaises. Voilà. Alors donc des études spécialisées, bien sûr, notamment à l'âge du fer. Un excellent article ici sur les batteries de four à pierre chauffante. Vous voyez, c'est le terme qui est en général. Alors four, pourquoi? Parce que on pense que c'était recouvert. Hein, c'est une hypothèse, on en a parlé tout à l'heure. Alors le four de Villeneuve-Tolosane, les foyers de Villeneuve-Tolosane, ça a été la première découverte dans les années 70 sur le site de là, avec deux types de fours, des fours circulaires d'environ 1,40 m de diamètre et recoupés par des fours alignés, rectangulaires, les plus longs, les plus grands faisant de large, et ça a longtemps été interprété comme des fonds de cabane, hein, c'est-à-dire que c'était également l'hypothèse sur un autre site du néolithique ancien en Vaucluse. On a interprété ces fours comme des fonds de cabane. Évidemment, on s'est aperçu très vite qu'il ne s'agissait pas de fonds de cabane, mais il s'agissait bien de structures de cuisson. Alors on en a trouvé énormément, et c'est l'organisation générale de ces structures qui montre qu'on a probablement affaire à une organisation en vue de repas collectifs. Alors moi j'ai toujours pensé à ce que disait Pétrequin sur les grandes fêtes à l'occasion de la mort d'un chef, où on tuait à coups d'arc des centaines de porcs qu'on allait cuire sur d'immenses foyers à pierre chauffante, hein, en Iran de Jaya. Et évidemment, quand il évoquait ça, ça me faisait penser automatiquement au four de Villeneuve-Tolosane. Et donc, ces fours vont être assez abondants pendant le néolithique moyen, c'est-à-dire le Chasséen, et puis devenir beaucoup plus rares pendant le néolithique final pour réapparaître à l'âge du bronze, dans le sud de la France. Donc, voilà, il y a une période où effectivement on a plutôt des petits foyers domestiques à l'intérieur des habitations et plus rarement des batteries de four, alors qu'à l'âge du bronze on retrouve des batteries de four. Donc j'insiste pas là-dessus, vous avez déjà eu un exposé très complet sur la question. Alors évidemment, il y a une abondance, effectivement, on l'a vu, d'exemples ethnographiques, mais aussi il y a de plus en plus d'expérimentations et d'animations publiques qui sont faites autour de ces structures, ce qui permet aussi de vérifier, si vous voulez, en refouillant plus tard les structures qui ont fonctionné, la façon dont les éléments se dégradent et pouvoir faire des relations directes, parce que on parle toujours de référentiel ethno-archéologique, mais à mon avis, il y a un référentiel qui est beaucoup plus important que le référentiel ethno-archéologique pour l'étude des structures et notamment des aménagements domestiques, c'est le référentiel expérimental, qui a été un petit peu laissé de côté depuis les années 70, mais qui continue à intéresser un certain nombre de gens et qui apporte énormément d'informations pour comprendre les vestiges que l'on met au jour lors des fouilles archéologiques. Alors le fonctionnement va nous intéresser tout spécialement de ces structures, évidemment, avec les différentes phases qui ont été en quelque sorte précisées à la fois par le référentiel ethnographique, par le référentiel expérimental et par les observations directes des archéologues et surtout des géoarchéologues, avec la phase de creusement, le dépôt du combustible, le comburant, c'est-à-dire en général des galets qui sont en général sélectionnés pour leur qualité thermique. Hein. Si vous mettez du calcaire micritique ou du calcaire molassique, ça va exploser à 100 degrés et vous ne pourrez pas tenir les éléments, parce qu'il ne s'agit pas simplement de chauffer, il faut recouvrir aussi pour maintenir évidemment la chaleur constante pendant un temps assez long, on l'a vu tout à l'heure. Le dépôt de l'aliment qui va être réenfourné en quelque sorte, hein, tellement lui est de toute façon mis dans un contenant qui est les galets,
ensuite la cuisson, puis le défournage et l'abandon de la structure ou sa réutilisation. Il y a alors évidemment les méthodes utilisées, on les a vues tout à l'heure, la rupture de paroi qui peut être étudiée en lame mince, en micromorphologie par exemple, la chimie des sols qui donne des aliments qui ont été contenus à cause des graisses qui ont fondu, qui peuvent être sur les galets, mais qui peuvent être aussi mélangées aux cendres, la pétrographie, de connaître la nature des roches utilisées, c'est très important. On s'aperçoit qu'il y a souvent des constantes. L'archéomagnétisme peut être utilisé pour les températures de cuisson. On peut également utiliser l'archéomagnétisme, notamment sur les parois rubéfiées. Bon, ça, je ne sais pas si ça a été tenté, mais c'est un peu léger peut-être pour ce type de structure. Enfin, il y a quand même une rubéfaction assez importante et des cuissons au-dessus de 400 degrés, ce qui est le cas apparemment. Évidemment, le C14 pour les charbons de bois, l'anthracologie pour déterminer les espèces d'arbres et puis restituer le paysage, et la section des bois. L'archéozoologie pour les restes fauniques qui sont parfois contenus dans ces foyers, qui donne par exemple l'idée des espèces animales qu'on a pu brûler à l'intérieur cuire à l'intérieur de ces foyers et qui ont pu brûler accidentellement, donc laisser leurs os. Et l'archéologie, c'est-à-dire l'étude des graines, on trouve pas mal de graines en général à l'intérieur. Alors les résultats physico-chimiques sont parfois difficiles à interpréter. Alors je vous donne ici l'exemple d'un article intéressant sur un site du néolithique récent final à la Garenne, avec effectivement une analyse chimique très très poussée sur la recherche de graisse en particulier, de graisse animale. Et la conclusion des spécialistes, c'est qu'on n'a pas cuit de viande là-dedans. Tout au moins pas de viande de la façon dont on s'y intéressait. Alors ça pose le problème en fait des prélèvements sélectifs. On peut le prélever au bon endroit et parfois pas au bon endroit. Et puis évidemment, c'est des structures qui ont subi des processus taphonomiques extrêmement importants au cours du temps. Et les processus positionnels font que finalement, on l'a vu en ethnoarchéologie, on va retrouver 0,1% des informations. Donc effectivement, on ne peut pas s'attendre à tout retrouver sur ce genre de structure. Enfin, des rythmes d'utilisation. Alors, il y a un élément qui est très important, c'est la micromorphologie, notamment les travaux de Julia Vattès sur les fours paléolithiques et les fours néolithiques à pierre chauffante, qui ont montré qu'effectivement, grâce à la micromorphologie, notamment en gardant des témoins, on peut avoir la trace de couvertures en terre qui sont encore inscrites dans les faciès d'effondrement à l'intérieur des structures. Et on peut également repérer éventuellement des phases d'utilisation successives de ces fours avec probablement démontage, on retire les pierres les plus brisées et on met des pierres qui sont beaucoup en meilleur état pour remplacer les anciens. Alors, diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, vous voyez ici donc une berme qui a été gardée pour la micromorphologie des analyses sédimentaires. On voit que le foyer, ça c'est pas les archéologues, le foyer a été en fait démonté et une partie des pierres a été récupérée, peut-être, alors c'est chassé évidemment, à l'occasion d'un des premiers diagnostics intégrés lourds. Voilà. Donc troisième sujet, les vases à boire. Alors là aussi, on a eu des explications savantes et passionnantes sur les préparations de bière, évidemment, surtout pour les périodes un peu plus récentes, donc la proto-histoire récente, nous, je suis plutôt dans la proto-histoire ancienne. Et c'est finalement le campaniforme qui a beaucoup attiré l'attention des archéologues au sujet des vases à boire. Alors la culture campaniforme, c'est une culture qui s'étale dans le temps entre 2500 et 1900 avant Jésus-Christ, Calbitie, ça revient au même, qui correspond à la fin du néolithique et au début de l'âge du bronze avec les faciès qu'on dit à céramique barbelée. Et donc alors dans le midi de la France, le campaniforme est rallié au néolithique et dans le nord de la France, il est rallié à l'âge du bronze. Donc c'est vraiment une culture de transition qui a été dénommée ainsi à cause de la forme des gobelets, qui sont en forme de cloche renversée, campana, en italien, en espagnol, et donc qui a donné campaniforme, puisque notamment dans la péninsule ibérique, on a énormément de sites de cette culture. Alors cette culture archéologique, elle est évidemment recensée à travers la découverte de ces gobelets, qui sont ici un exemplaire découvert dans un abri du sud de la France. Ici un exemplaire expérimental qui montre la richesse du décor, souvent incrusté de matière blanche. Alors en général, ces matières blanches, c'est de l'os pilé brûlé, qui est réduit en bouillie, en bouillie plutôt qu'en poudre, et qui est mis à l'intérieur, par frottage, à l'intérieur des
des impressions qui sont figurées sur les vases, qui donnent de très beaux récipients, qui sont assez uniques sur l'organisation de leur décor tout au long de la séquence campaniforme. On les reconnaît facilement, on les confond difficilement avec d'autres faciès céramiques culturelles, que soit la région de France où on en trouve. Et donc, le fait que ça soit aussi représentatif a beaucoup intéressé les archéologues parce qu'ils avaient de quoi, il y avait quelque chose à se mettre sous la dent en quelque sorte. Dans la mesure où on reconnaissait bien ces vases, on a pu voir leur dispersion à travers une vaste région. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Alors, avec ces vases, il y a ce qu'on appelle le set campaniforme, c'est-à-dire un certain nombre d'objets qui vont toujours accompagner, pas toujours accompagner, mais il y a des sets complets, incomplets, il y a des sets partiels qui sont aussi très informatifs, comme la pointe de Palmet là, qui est plutôt sur une phase récente, les pointes à pédoncule avec, vous voyez, des armatures qui vont se poursuivre également dans le bronze ancien, très dégagées, ce qu'on appelle les boutons à perforation en V, qui sont pas typiques du campaniforme, au moins dans le sud de la France, mais qui sont quand même très courants avec cette culture, donc le vase dont j'ai parlé, une forme de poignard un peu particulière, et surtout le brassard d'archer. Alors on pense que c'est pour protéger le bras de l'archer du retour de la corde, qui est une pièce d'os ou de roche, avec une double perforation qui permet de la maintenir sur l'avant-bras. Alors ici, on a un déguisement d'archer campaniforme fait d'après des stèles anthropomorphes, qui est richement ornées de tuniques richement décorées, qu'on a retrouvées en Suisse. Et puis là, vous voyez, alors évidemment, on va retrouver la plupart de ces vases dans des sépultures, accompagnant des défunts. Alors ici, un dépôt tout à fait exceptionnel, c'est près de Stonehenge, d'Asmubury, et avec les différents objets, vous voyez, des tombes extrêmement riches. Donc on a très très vite pensé, d'ailleurs depuis le 19e siècle, qu'on avait affaire à des biens de prestige, pour reprendre un vocabulaire emprunté aux ethnologues. Et donc, la dispersion de ce campaniforme, vous voyez, elle se fait très rapidement, en l'espace de quelques siècles, mais c'est peut-être pas on le sait parce que c'est très visible, en fait, parce que les vases sont très visibles. Il y a des tas de phénomènes qui se sont dispersés comme ça sur des très larges surfaces géographiques, très vite, depuis le début du néolithique et même avant, mais qui sont plus difficiles à repérer. Là, comme on a quelque chose qui est très repérable, évidemment, on a tout de suite vu, parce que les formes restent constantes, on a toujours les mêmes vases au cours du temps, la même forme de gobelet, avec des associations parfois de vases différents. Alors les explications sur l'origine, à partir de l'ADN, des datations C14, de la chimie, l'orientation des tombes, la typologie, l'anatomie des squelettes, on avait parlé d'un type physique campaniforme, est extrêmement difficile à dénouer. Moi j'ai mon idée, j'en parlerai un jour, je pense qu'il y a une solution beaucoup plus simple, mais bon, pour l'instant tout le monde se perd un petit peu en conjoncture. Alors les vases qu'on va retrouver dans les tombes sont en général disposés au-dessus de la tête, comme ici, alors en Catalogne, en Alsace, chez vous là-bas, vers Strasbourg, et avec, vous voyez, d'autres objets qui sont associés, ou alors parfois au pied, comme dans cette sépulture de Provence très célèbre, un défunt qui s'appelle Gérard, voilà, avec son à côté de la tête, et les vases qui sont posés au pied. Alors évidemment, ça renvoie aux sépultures plus anciennes du néolithique, où il y a également des dépôts d'objets comme ça qui sont sectorisés. Et les tombes campaniformes en particulier présentent, selon les régions, des orientations. Les morts sont disposés sur un des côtés du corps ou de l'autre, en décubitus, ce qu'on appelle le décubitus latéral droit ou le décubitus latéral gauche. Donc ces vases sont probablement, alors oui, il n'y a pas seulement des gobelets, il peut y avoir des vases très différents, qu'on appelle la céramique d'accompagnement, car il n'y a pas que des gobelets, il y a des écuelles, il y a des coupes à socle, il y a énormément de formes qui sont associées à ces vases, et beaucoup de vases inornés d'ailleurs. Alors vous voyez par exemple une association entre des formes qui sont des gobelets aplatis en quelque sorte, des tasses, des vases hauts à col très éversé, et puis des vases à perforation préorale sous le bord. Alors on s'est beaucoup interrogé sur ces vases
appréhension préorale. Alors, est-ce que c'est pour attacher un couvercle? Est-ce que c'est pour les suspendre? Suspendre, j'y crois pas, parce que si vous avez des petits trous dans le vase et que vous suspendez avec une lèvre qui est très peu épaisse, le vase a une poutre, très vite ça va casser. Hein. Enfin, on n'a pas fait expérience, mais il faudrait reconstituer des vases et remplir de liquide et puis voir combien de temps ça tient. On a aussi parlé de vases tambours. Hein. On connaît, moi j'ai vu en Éthiopie pas mal de gens qui utilisent des céramiques couvertes par une peau pour taper le rythme et s'en servir en forme de tambourin ou de tambour, donc pourquoi pas. Et puis ces vases en général avec un gros cordon aussi qui fait penser à finalement à la nécessité de passer un cordage sur le col pour soutenir le vase, pour l'accrocher, enfin on sait pas trop. Et la tracéologie là nous donne pas beaucoup de réponses. Et puis ces vases très fins qui sont peut-être les vases qu'on servit à des libations ou à boire. Pourquoi on dit ça? Parce qu'effectivement, on a fait des analyses chimiques, ça a été cité déjà, on a vu qu'il y avait des produits fermentés qui ont pu être contenus dans certains vases, mais ce n'est pas une généralité. On a également retrouvé des graisses animales, on a même vu des gobelets campaniformes servir de creuset de forgerons hein, pour couler à l'intérieur du métal, du cuivre en fusion. On en a vu d'autres qui contenaient effectivement des graisses animales. Donc c'est pas une systématisation, ça mériterait encore beaucoup d'études. Alors évidemment, on a pensé, on a fait référence non pas à l'ethnographie, mais à des périodes plus récentes, à l'âge du fer, où effectivement, dans les grands banquets gaulois, par exemple, on a des pichets qui ont pu servir à boire de la bière. Alors voilà un exemple d'analyse par chromatographie de partage. Alors, il y a plusieurs types d'analyses qui sont possibles. Alors quand il y a des résidus à l'intérieur, évidemment, soit des coulures à l'extérieur du vase, soit des résidus de cuisson carbonisés, on peut faire évidemment des analyses soit au microscope électronique à balayage qui va nous montrer des restes végétaux qui vont pouvoir être interprétés, soit des analyses chimiques directes des graisses animales par chromatographie de partage ou pour avoir l'ADN en fait des plantes, ou alors par spectrogrammétrie de masse qui permet d'avoir l'analyse chimique des contenants. Mais alors la plupart des grands sites campaniformes ont été fouillés il y a très longtemps, les gobelets et les vases ont été lavés et relavés. Et donc malheureusement, on pourra faire ces analyses probablement que sur des découvertes assez récentes. Alors, pour terminer sur cette partie-là, il y a une thèse qui a été soutenue récemment par Pauline Lebels, qui nous a analysé les différents processus d'usure des vases du 3e millénaire appartenant au groupe de Fombris. Elle a soutenu une thèse très brillante et elle a pu mettre en évidence la possibilité de boissons fermentées contenues dans un certain nombre de vases à partir des traces d'usure. En revanche, les essais pour la contenance du sel n'ont pas donné de résultats probants. Mais enfin bon, c'est une piste. Hein. Pour l'instant, c'est une piste intéressante sur la trace d'usure. Alors vous voyez, en dehors de la chimie, on est sur des observations directes, hein, macroscopiques. Et microscopiques aussi, puisqu'on a des agrandissements des surfaces, bien entendu. Petite information, alors juste, bon, qui est probablement connue par les spécialistes, une des plus anciennes découvertes de boissons fermentées en Chine, dans des vases déposés, vous voyez là aussi à côté de la tête d'un défunt, avec des oxalates de calcium qui montrent la présence de riz, des traces de cire et de miel à l'intérieur des vases, et des fruits avec acide tartrate, avec probablement de l'aubépine, ou de la cerise, du cornouiller, hein, cerise coralline, c'est le cornouiller, donc des boissons fermentées faites avec des fruits et des céréales. Dernier exemple assez spectaculaire, je peux pas hésiter, je peux pas m'empêcher d'en parler. La femme d'Egvet dans le Jutland, donc l'âge du bronze, hein, vers 1370 Calbici, retrouvée sous un tumulus, conservé dans un tronc d'arbre évidé. Alors c'est assez courant, hein, c'est pas courant, mais c'est pas rare dans le Jutland qu'on retrouve des momies. Vous voyez, assez bien conservé avec les vêtements, donc on a pu reconstituer son habillement, la façon dont il était déposé dans le corps, son âge, les cheveux, l'étude des cheveux nous a permis aux spécialistes d'étudier l'ensemble de son parcours à travers du Jutland à la forêt noire, de la forêt noire au Jutland, hein, parce que les cheveux enregistrent toutes nos activités s'ils sont pas coupés pendant des années. Donc là, des études ont pu être faites. Et puis avec le corps, 2 vases déposés, l'un avec des restes d'un garçonnet âgé de 5 à 7 ans,
une crémation, et au pied, un bol. Les analyses chimiques ont donné des traces de boissons, de la bière parfumée au miel ou de l'hydromel, avec des pollens de 55 variétés de plantes différentes. Alors, des pollens qui ont pu être introduits de manière accidentelle ou qui étaient présents à l'intérieur de la boisson volontairement. Prochaine diapositive. Alors oui, non, excuse-moi, alors juste avant, je posais le problème des laitages, qui est à mon avis un domaine à explorer, avec un très intéressant article là sur le fromage dans le monde antique, qui a été publié dans Gallia en 2020, qui montre toute la difficulté qu'il y a d'associer des vases perforés à des faisselles. Oui, des faisselles récentes, donc, qui servent à contenir le fromage qui est en train de cailler. Le petit lait s'écoule à l'extérieur, récupère le petit lait à part. Vous avez ça au supermarché, vous achetez votre faisselle. Vous connaissez tous, on en a mangé, ça donne un fromage blanc délicieux. Donc, est-ce que ce sont les faisselles? Est-ce que ce sont d'autres objets? Quand on trouve un fragment, si vous voulez, de vase perforé, il y a quand même le problème du stockage des protéines, et puis la question qu'on peut évoquer du problème de l'intolérance au lactose, qui est quand même un domaine extrêmement important dans les sociétés d'éleveurs que sont les sociétés du néolithique. Donc je voulais souligner ce problème du laitage, sans évidemment apporter de réponse à la question. Diapositive suivante. Alors évidemment, normalement une faisselle, c'est un fond fermé, et le fond serait là, de manière à pouvoir démouler le fromage. Le fond est évasé. Là, on a affaire à une bouteille, et alors à moins que ça soit le fond et que ça soit le col. Alors on peut imaginer un fond avec un tissu, bien évidemment, ça existe. Alors on va terminer sur cette histoire de festin cannibale. Oui, évidemment, quand j'ai vu le titre de la communication, alors je suis pas spécialiste de la question, bien et bien loin de là, mais j'ai eu la chance d'être impliqué de manière directe ou indirecte sur les deux sites dont je vais parler aujourd'hui. Alors le premier, d'abord, pour faire une introduction rapide, l'anthropologie, c'est une vieille histoire. Alors la cône de l'Arago, vous connaissez tous, celle de Totavel. Donc effectivement, il y a des traces indirectes, alors ce qu'on appelle traces secondaires ou indirectes, c'est-à-dire des traces de découpe, de décharnement sur les os, ce qu'on appelle une trace, la première trace qui met les archéologues sur la piste, les archéothanatologues sur la piste de l'anthropophagie. Alors d'abord, c'est la découpe, la décarnisation, le décharnement. Non, excusez-moi, décarnisation, c'est le terme exact. On retire la viande, donc pour retirer la viande sur l'os. Alors, on ne sait pas si c'est pour la manger ou pour une autre raison. Après, il y a le bris des os pour extraire la moelle. Alors, alors évidemment là, qui indique plus directement un repas, en particulier quand on casse l'occipital pour récupérer le cerveau, qui est une partie absolument délicieuse de l'être humain. Donc là, vous avez effectivement des traces plausibles de repas. Alors, est-ce que c'est alimentaire, est-ce que c'est pas alimentaire? Bon, ça c'est une autre question. En tout cas, à Totavel, il y a un refus d'une anthropologie alimentaire. C'est pas bien, le Totavel peut pas être une brute. Ça peut être qu'un gentil Homo erectus ou pré-néandertalien. Alors, à l'époque de l'homme de Néandertal, on a beaucoup plus d'exemples. Néandertal, qui, comme vous voyez sur cette reconstitution, était un brave type. On a sur certains sites, alors dans le sud de la France, la grotte de Boum, Garcia-Soyon, avec des traces effectivement de décarnisation, de scalpage sur les crânes. On retire la peau des crânes. Traces de boucherie faites d'outils de pierre, et puis là on mange systématiquement la moelle, donc on mange. On se contente pas de retirer la peau ou de retirer la chair, on mange. Bon, ça c'est des exemples. Alors, on aura aussi des exemples au Mésolithique, on aura aussi des exemples au Paléolithique supérieur. Je vais pas entrer là-dedans, c'est pas le sujet. On va aller directement sur ce qui se passe au Néolithique. Alors avant de parler de ce qui se passe au Néolithique, juste un petit point. Alors un rappel, vous vous rappelez que à partir du croissant fertile, autour du 6e millénaire, vont diffuser les techniques de l'agriculture et de l'élevage par vagues successives, soit par le long des rivages de la Méditerranée jusque dans le sud de la France, et ensuite au Portugal, en Espagne et au Portugal, soit par l'intérieur des terres, par les grandes plaines de l'Europe centrale, jusque dans le bassin parisien.
Les deux courants vont se rencontrer dans les pays de la Loire, à peu près, voilà. Donc ça, c'est le grand courant, les deux grands courants de diffusion. À l'arrivée, on a ce qui va nous intéresser, nous, à l'arrivée, on va avoir un courant rubané. Rubané, pourquoi? Parce que c'est des vases qui sont décorés, vous voyez, avec des rubans, hein, ou des arceaux, hein, qui ont donné le nom de linéaire de rubané à cette culture, qui va se répartir, vous voyez, en Europe centrale et dans le nord de la France. Bon, je passe sur les autres faciès. Et puis dans le sud, une céramique est impressionnée au coquillage, qu'on appelle la céramique cardiale, le nom du coquillage. Alors dans la céramique rubanée, on va avoir, avec la céramique rubanée, on va avoir des grands villages avec des maisons à toit, des maisons à plan rectangulaire. Dans le sud de la France, les habitats, ici l'habitat de Courthézon, sont beaucoup plus difficiles à interpréter. On ne connaît pas véritablement les structures porteuses des bâtiments, mais uniquement les structures de cuisson qui étaient associées probablement à des bâtiments en matériaux périssables difficiles à repérer. Donc ça, c'est pour faire un rappel. Donc on va s'intéresser au cardial et au ruban. Alors d'abord le cardial, dans le sud de la France, avec le site de la Baume de Fontbrégois, qui a beaucoup défrayé la chronique dans les années 80, puisque les journalistes... Moi, alors, j'ai eu la chance de fouiller les restes anthropophagiques, c'est pour ça, c'était une de mes toutes premières fouilles, j'ai du pot. Je suis allé voir Jean Courtin, et puis il m'a confié la fouille d'une fosse dans laquelle il y avait des restes humains, c'était assez impressionnant, évidemment, quand vous êtes jeune étudiant, jeune archéologue, et vous débutez à fouiller les restes humains consommés, c'est toujours un petit peu étonnant, et donc ça, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé, probablement à cause de ça. Voilà, Var-Matin avait fait Var-Matin, Nice Matin, enfin tout le monde s'y était mis. Je me souviens que Paris Match était venu, enfin on avait eu droit à toute la presse sur le site. Alors, il y a eu un article, alors aussi Jean Courtin, hein, qui tient, en général, les archéologues, ils aiment bien montrer un crâne, il y a beaucoup de photos où les archéologues montraient des crânes. Donc, il y a eu un article dans Gallia Préhistoire qui a été publié avec Paola Villa, notamment, qui est une archéothanatologue, et qui a, alors, ce qui n'est pas dit, enfin, je sais plus, j'ai parlé de l'article, ce qui n'est pas dit, c'est que, en fait, il y a eu des expérimentations de dépeçage sur des crânes humains réels. C'est-à-dire qu'on s'est procuré des crânes humains dans le formol et on les a dépecés au silex. On s'est aperçu, par exemple, que c'est très difficile à extraire les yeux. Hein, c'est pour ça qu'on a dans les crânes fossiles, dans les crânes archéologiques, on a beaucoup de traits au niveau des orbites. Hein, c'était pas du tout évident. Enfin, je passe là-dessus. Donc, ces recherches ont permis de voir qu'on avait une sélection des restes humains qui sont indiqués par des flèches dans certaines fosses. Alors ça, c'est le sol de la cavité. On a, vous voyez, alors ici des crânes qui étaient réunis dans ce secteur. Là, on a des os de sanglier dans deux fosses, uniquement du porc au sanglier. Hein, la différenciation, surtout à l'époque, était assez difficile. Des crânes, des fragments de crâne dans cette fosse, également les fragments d'un individu adulte dans cette cuvette, et puis là, de nouveau, du sanglier. Là, alors, vous voyez une fosse avec du sanglier. Alors, on pense que c'est du sauvage, hein, c'est peut-être du sanglier. Et ici, une fosse avec que des animaux domestiques. Et puis ici, une fosse avec que des animaux sauvages, notamment, si mes souvenirs sont bons, des cervidés. Donc moi j'avais dû fouiller, je pense, ces deux fosses-là. Voilà. Enfin, je n'étais pas tout seul, hein, c'est une équipe. Hein. Alors les résultats, effectivement, c'est le repérage des stries, hein, sur les crânes, et on s'aperçoit que les procédés d'abattage, d'abattage humain en quelque sorte, et les procédés d'écarnisation humain avec une sélection des restes osseux sont assez comparables dans les techniques avec les procédés d'abattage et de décarnisation, enfin d'abattage on ne sait pas trop, mais de décarnisation des animaux. Donc ça c'est déjà une comparaison qui a pu être faite. Alors à l'époque, l'étude des individus consommés, en quelque sorte, on parle de cannibalisme alimentaire, un sujet de Fontbrégois, l'étude des os consommés a montré en fait qu'on avait plutôt affaire à des individus. Alors, enfin bon, ça c'est toujours un petit peu sujet à caution, d'individus qui n'étaient pas ceux qu'on rencontrait habituellement dans les sépultures du Néolithique ancien dans la région. Donc on aurait été chercher des gens, et déjà à l'époque on parlait de mésolithiques qui avaient été raptés par les paysans pour les consommer, pour les tuer et les consommer. Alors, dans les fosses, on a également trouvé, et je vous dis ça parce qu'on va le retrouver sur le second site, des bracelets brisés qui avaient été déposés avec les morceaux de viande humaine, et donc c'était très joli à fouiller aussi, avec, vous voyez, des bracelets en marbre en fait.
qui sont assez caractéristiques du néolithique ancien du sud de la France. Alors le second site, est-ce qu'il me reste encore un peu de temps? Peut-être sur la fin j'avais posé des questions pour essayer de lancer le débat, mais bon, vous verrez si vous me laissez les poser ou pas. Alors deux archéologues ici, quelques minutes, d'accord. Andreas Zeblans et Bruno Boulestin, qui sont des archéothanatologues, qui ont travaillé en collaboration sur le site d'Ersheim, également très célèbre, qui a continué à défrayer la chronique. Alors, c'est un site en fait qui est repéré par une enceinte. Alors, il y a quelques maisons à l'intérieur, mais vous voyez qu'on 7-8 maisons, mais on a fouillé qu'une petite partie, hein. Toute cette partie-là n'est pas fouillée. Et donc, à l'intérieur de cette partie qui a été fouillée, on a trouvé des dépôts de corps dans les fossés. Vous voyez, les fossés, c'est ici. Les fossés d'enceinte qui entouraient un très grand village, parce que ces villages rubanais étaient entourés d'une enceinte. Et à l'intérieur, on a des dépôts de corps. Dans ce simple tronçon, 450 individus différents, qui ont de plusieurs sexes, de toutes catégories d'âge, avec des concentrations de calottes crâniennes découpées, à coups de hache probablement, pour faire des sortes de vases à boire. Hein, si on était chez les Vikings, on dirait scroll. Plus de 1000 individus auraient été inhumés sur le site d'Ersheim, donc on a affaire à une inhumation de masse, et les os humains portent de très nombreuses traces de découpe. Alors, avec ces os humains, on a de la céramique brisée, répartie parfois, le même vase est réparti sur 100 mètres de distance, hein, de la céramike brisée, volontairement brisée, une coutume qu'on va retrouver d'ailleurs dans les sépultures chassaines du midi de la France, mais qui sont indiscutablement brisées. Également des os d'animaux qui sont brisés. Donc quelque chose. Alors la vaisselle a une provenance qui va jusqu'à 300-400 km. Hein, donc on peut reconnaître les styles de poterie, si vous voulez, dans cette culture danubienne, qui est très régionalisée. Hein, on sait que tel style de poterie correspond à telle région ou à tel type de site. Et on peut aussi avoir une variation des décors sur des phases de 50 ans. Donc on sait que ce massacre de masse a été opéré sur une durée très courte, au maximum la durée d'une génération. Donc plus de 1000 individus. Bon, dans la discussion, voilà. Alors, plusieurs hypothèses ont été données, pratiques standards, répétitives et fortement ritualisées. Le cannibalisme alimentaire n'est pas retenu. Bon, ça c'est dans un premier temps. Une origine des céramiques diverses, le cannibalisme funéraire n'est pas retenu, puisqu'on a affaire à des gens qui sont en fait des céramiques qui sont issues de différentes régions, donc on s'attendrait à trouver on connaît très bien, hein, les nécropoles de Rubanais sont très unitaires, donc cet éclatement ne correspond pas à ce que l'on connaît sur les dépôts funéraires de cette époque. Ensuite, les hypothèses qui ont été retenues, elles sont de deux genres. Alors, soit on a une origine diverse des céramiques, on a un cannibalisme de guerre, c'est-à-dire qu'on est allé rapter des gens dans différents endroits pour ramener soit des quartiers de viande, soit les gens entiers esclaves pour venir les consommer sur place, soit des rassemblements de populations qui viennent de différents endroits avec leurs esclaves pour les sacrifier sur place et faire en quelque sorte des grands repas sacrificiels. Bon, les deux options sont discutées, évidemment, vous en doutez. Alors, Bruno Boulestin a émis, lui, d'après l'analyse isotopique des dents qui a été faite, que, en fait, les populations, une grande partie des populations mangées, sont plutôt des populations issues des zones de montagne où on ne connaît pas d'habitat de paysans à l'époque, mais uniquement des campements de chasseurs-collecteurs, donc les derniers chasseurs-collecteurs qui vivaient dans les zones de montagne, qui ont été raptés par les paysans pour être ramenés sur la c'est un peu le film Apocalypto, hein, qui ont été ramenés sur les zones de consommation, en quelque sorte, sur ce site, pour être sacrifiés et mangés. Alors ça, c'est évidemment, il y a eu des tas d'articles là-dessus passionnants. Il a également fait analyser les restes osseux, notamment à travers la dégradation du collagène, et il a pu montrer que, c'est une hypothèse qui gêne beaucoup ses collègues allemands apparemment, que les os étaient bouillis, et donc c'est des ragoûts humains, et on a bien affaire à un festin humain à base de ragoûts, de chair humaine qui aurait été opéré sur ce site. Alors évidemment, c'est encore une question qui est en plein développement. Voilà. Alors,
petit point aussi sur nos amis rubanais. On n'est pas dans le sud de la France, on est dans le nord. Mais l'importance du cerf, hein, et vous voyez ici par exemple la nécropole de la Fosselle à Buxy-le-Long dans l'Aisne, où on a une femme qui portait une capuche faite avec une dent particulière hein, du cerf qui s'appelle la crache, qui est perforée, qui est une parure très connue depuis le Paléolithique, hein, qui est très, très usitée, et qui montre que sa parure a nécessité l'abattage d'au moins 35 cerfs. Alors le cerf est assez peu représenté dans le sud de la France, sinon sur les zones caussenardes, mais toujours avec un statut très particulier. Donc j'ai pas trop le temps de... Ouais, je suis en conclusion. Je suis dans la conclusion. Donc ma conclusion viendra sur les questions que je me pose sur s'alimenter au néolithique. Alors évidemment, on a la momie de l'homme de Silimaun. Voilà. Vous savez, c'est cette momie qui avait été trouvée dans les années 90 avec tout son habillement, tout son équipement qu'on avait trouvé en altitude, qui est une preuve directe de l'alimentation néolithique. Alors il a été tué probablement par une flèche qui était plantée dans son épaule, voilà la radio, alors c'est le type de flèche, voici l'axe de la flèche. Il était peut-être déposé sur une plateforme funéraire et le corps a été déplacé par les glaces, enfin ça c'est notre hypothèse. Et l'analyse de l'estomac a montré qu'il avait mangé de la viande de bouquetin et de cerf sous diverses formes, crue probablement séchée, des céréales, de l'engrain de l'amidonnier, des fruits frais. La moitié de son repas est composé de graisse, avec des traces également de fougères toxiques qui emballaient peut-être les aliments pour une cuisson en four à pierre chauffante et qui aura été mélangée avec la nourriture. Bon, alors déjà, on a une preuve directe d'un type d'alimentation puisqu'on a pu analyser son estomac. C'est quand même assez intéressant. Alors pourquoi cette question? Pourquoi je n'arrive plus à passer là? Autre preuve, alors bon, je pense que je vais arrêter là, hein, et puis il me resterait encore 3-4 minutes. Si vous me laissez 3-4 minutes, je peux. Alors, ce que je vous montre ici, en fait, 2 minutes. Alors, oui, ça va, je peux conclure en 2 minutes. Donc, la chronologie des cultures archéologiques dans le sud de la France, et notamment en Languedoc, est assez bien connue d'après la succession stratigraphique dans les grottes des mobiliers archéologiques. Et on passe en différentes phases culturelles avec, vous voyez, des motifs décoratifs et des formes de vases différentes. Et on va s'intéresser tout spécialement à la culture de Fontbouisse qui est ici, autour de 2600 à 2200 avant Jésus-Christ, avec des vases très richement décorés, qui succèdent à une phase d'appauvrissement stylistique pour revenir ensuite au campaniforme dont je parlais tout à l'heure, avec des vases richement décorés. Donc ça, de toute façon, vous aurez ça sur l'article. Alors, dans cette culture de Fontbouisse, on a des habitats construits en pierre, qui sont des hameaux, des villages, qu'on va retrouver dans l'arrière-pays de Montpellier, de Nîmes, ici le Pic Saint-Loup, avec des zones de garrigues, hein, sur lesquelles sont construits ces villages, dans un état de conservation unique en Europe, à part peut-être le nord de l'Écosse et le sud de l'Espagne, hein, tout à fait, c'est un patrimoine archéologique exceptionnel. J'arrive pas à passer à chaque fois que je veux avancer. Voilà. Et vous voyez par exemple les exemples de villages ouverts avec leurs maisons qui sont conservées en l'état. Hein, ça c'est légèrement restauré après fouille. Vous voyez des grandes maisons allongées, des hameaux groupés. Ici la reconstitution d'une maison sur le site de Cambrousse. Et puis des enclos, des sites à enclos. Alors ce village qui est le village de Boussard, dans lequel l'ensemble des vases, de tout ce qui était abandonné par les occupants à la fin, après un incendie, a été conservé, ce qui a permis de montrer que le site avait été occupé par deux groupes humains qui avaient leur type de céramique différente, qui occupaient deux espaces à l'intérieur d'une cabane, qui avaient des stocks de nourriture en commun, et l'activité principale, c'est la cueillette des glands pour la transformation en farine, et on a toute la chaîne opératoire. Voilà. Donc deux groupes de production, peut-être des familles qui étaient réunies là au moment de la période de soudure pour récolter un complément alimentaire qui était les glands. Alors je vous parle de ça parce que dans le néolithique, depuis le début, dans le sud de la France, l'élevage est fondé sur la triade domestique, hein, vache, mouton, chèvre, et sur la triade cultivée, l'engrain, l'orge et l'amidonnier. Et ce qui m'a étonné dans toutes les discussions que j'ai entendues, c'est qu'en fait, on ne dissocie pas les produits de base
qui sont la base d'alimentation, donc c'est le pain. Hein. Le pain, c'est sacré, le pain, c'est la base, on a toujours dit c'est la base d'alimentation. Des produits de complément ou de substituts, ça peut être le cas des glands, farine de gland qui va compenser l'absence de farine de pain, mais les insectes, les petits animaux, et les produits qu'on appelle superflus, qui sont ostentatoires, qui sont les viandes, par exemple, du gros bétail. Et à mon avis, d'après ce que je sais, là je vous mets sous place sous contrôle les archéologues, le gros bétail n'était pas fréquemment abattu. Ou lorsqu'il était abattu, il était abattu en masse, comme on peut le voir notamment sur les sites fondouisses de plaine. Donc ça revient à ce qu'on a entendu tout à l'heure. Je me demande si en fait, il y a très peu de chasse, hein, 5 à 30%, l'activité de cueillette est très mal perçue. Alors les blancs, ça peut être 100% en activité spécialisée, je viens de vous en parler. Et il y a des conséquences au festin. Vous me l'avez dit tous, enfin vous nous l'avez dit tous dans vos communications passionnantes, c'est le réglage des cycles saisonniers du bétail. Hein, on ne peut pas abattre tout n'importe comment, ça dépend si on veut garder le lait. Il faut respecter les périodes de lactance lorsqu'on a le choix. Il y a des saisons où on a des jeunes, des saisons où on n'a pas de jeunes, etc. Réglage aussi saisonnier de la chasse, comme aujourd'hui. Hein. On a Bacan, les animaux dont on a besoin pour nos festins. La nécessité d'un contre-don. On fait un festin, donc on rend le festin à quelqu'un d'une certaine manière, et la reconstitution du stock alimentaire surtout. Parce que d'après ce que vous me dites, vous les ethnologues sur le festin, la société devient exsangue, il n'y a plus rien à manger après. Hein, on a vu ça sur les Wuyou tout à l'heure, effectivement, on a beau crever de faim, ça n'empêche pas de faire des festins et de se ruiner hein, de manière ostentatoire. Et après, il faut reconstituer le stock. Il faut donc reconstituer la richesse. Donc moi, c'est un problème qui m'a beaucoup interpellé dans toutes les communications que j'ai entendues. Et pour conclure tout à fait, là, j'en aurai pas d'autres, peut-on envisager le festin comme la réunion de ces principes, c'est-à-dire au centre les aliments de base, et puis à côté les aliments peut-être qu'on pourrait dire prestigieux, l'être humain, les grands animaux sauvages, en sachant que finalement, ça c'est un petit peu ça serait, si on se contentait de ça, ça serait le festin banal. Et ça, c'est le festin plus ostentatoire. Et puis aussi dans le festin, tout ce qui va avec. Ce que je vous ai pas montré dans la cuisson du bison, c'est qu'on a également la panse qui était farcie de légumes, et on va également donner les légumes à consommer. Alors pas à tout le monde, aux organisateurs, parce qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Et je reviens sur le festin du bison tout à l'heure. C'est pour ça que ce sera intéressant de faire une étude sociologique. Et finalement, c'est la réunion de ces principes qui me parlent. Donc, voilà. Bon, je reste là-dessus et je vous remercie de votre patience. Merci. Tu prends la main, vas-y, Mathieu. Non, je recoupe. Du coup, Florent m'a demandé de reprendre la main vu nos sujets communs. Merci beaucoup pour ta communication qui était large, claire, etc. Alors moi, j'ai trouvé effectivement très intéressant ce que tu disais sur la fin, c'est-à-dire la question du produit, quoi. Donc voilà, le gros bétail sur pied, effectivement, ça c'est des choses qu'on connaît par exemple dans les zones britanniques, près de Stonehenge, où on sait que bon, on a déplacé du bétail probablement pour faire des repas collectifs en tout cas. Donc ça c'est attesté. Aussi la question de l'aliment de base. Voilà, est-ce que l'aliment de base est représenté à la fois dans le repas du quotidien ou en quantité ou en préparation spécifique pour des banquets, ça c'est tout à fait possible parce que apparemment c'est ce qui a été observé à chaque fois, c'est-à-dire que pour le riz, voilà, on le mange quotidiennement, mais on a des variétés qui peuvent être un peu différentes ou une quantité exponentielle durant ces repas. En France, par exemple, le pain, ça c'est typique. Alors est-ce qu'il y a des pains spéciaux pour les fêtes? Ça, je me suis jamais trop posé la question, mais on peut pas faire de repas sans pain, donc il y a toujours du pain. Par exemple, en Italie, c'est les pâtes, donc ça c'est des constantes. Et effectivement, après, c'est s'interroger peut-être si on peut sur les quantités. Et en tout cas, l'âge effectivement pour les animaux, l'âge d'abattage. Parce que ça également, tu l'as montré pour le néolithique, mais on le sait aussi pour, par exemple, voilà, effectivement, la remarque de Rebecca Peake, d'Oric Penwalls, et puis effectivement le site qu'elle a fouillé aussi dans la Seine, quoi, à Viviers. Donc où on sait qu'effectivement il y a des abattages spécifiques de porc. Donc voilà, moi je laisse peut-être la main également aux autres questions. Alors je vais regarder rapidement, sauf si tu veux peut-être discuter de
Non, de juste ça. un petit détail que j'ai pas dit, c'est que sur ces sites de la fin du Néolithique en Languedoc, on trouve aussi des mises en scène de crânes de bovins. Beaucoup de mises en scène, crânes de bovins déposés sur des lits de galets, crânes de bovins associés à des haleines en cuivre, crânes de veau en général, crânes de bovins qui sont mis l'un en face de l'autre, un dans un sens, un dans l'autre sens. Plein de mises en scène de crânes de bovins qu'on a aussi beaucoup trouvé dans le Néolithique moyen méridional. Voilà, donc il prouve que bon, c'est effectivement, on n'abat pas un gros animal par hasard, quoi. Alors qu'on trouve pas ça chez les chèvres et les moutons. D'accord. Donc il y avait la question effectivement de Pauline qui se posait la question sur effectivement bon voilà toujours ces questions chronologiques de chronologie un peu fine, c'est-à-dire si les structures par exemple à Villeneuve ont été utilisées de manière synchrone ou non par rapport à d'autres sites où ça a été plus ou moins démontré qu'il y a pas un fonctionnement justement synchrone, c'était plusieurs phases. Alors je sais pas si ça On est dans les années 70. Voilà. C'est pas des questions que les gens se posaient forcément, quoi. Ils étaient devant des structures qu'ils n'avaient jamais vues, donc ils la mettaient au jour, et puis à partir de là, alors apparemment ça serait, alors les foyers sont étendus sur 60 à 100 mètres de long. Ils sont tellement réguliers et apparemment dans un état de conservation pratiquement identique qu'on a plutôt tendance à penser à d'immenses grands festins qu'à des foyers successifs. Quant aux températures de cuisson, effectivement, on le fait, nous. Hein. On a un centre d'archéologie expérimentale à Cambrousse, on a des sondes. Donc, on a des températures sur ces fours ces fours à pierre chauffante autour de 600-800 degrés, quoi. C'est très difficile à maintenir. Le problème, c'est de maintenir la température. Des pics à 1000 degrés, on aura toujours dans les sondes, mais c'est accidentel. Les galets en calcaire, là, ils disaient 1000 degrés. Le point de chaud, c'est 1200 degrés, hein, voilà. Donc, le problème, c'est de maintenir la température. Donc, le meilleur matériau, c'est le quartzite. Le quartzite, il faut le chercher loin. On est en partie calcaire, il faut le chercher dans les roches micaschisteuses et dans les roches granitiques. Voilà. Ok. Donc il y avait également une remarque de Pierre plutôt sur la question des produits lactés. C'est vrai qu'avec l'apparition de l'élevage et l'agriculture, on sait très bien que les populations néolithiques ont changé clairement d'alimentation, donc ça a pu provoquer des problèmes physiques, quoi. C'est-à-dire, bon là en ce qui concerne les buveurs de lait, je trouve ça intéressant parce que très peu de travaux ethnographiques évoquent cette question dans le monde. La moitié du monde ne mange pas de lait, même s'il y a peu, techniquement. Tout ce qui est lacté, fromage, faisselle, fromage frais, fromage fermenté, lait pur, etc. Bon, il y a l'élevage et puis il y a ce qui est permis par la diffusion, par le commerce, le négoce. Donc même chez les populations qui n'élèvent pas mais qui en profitent parce que par échange avec des populations qui produisent, ceci est assez répandu dans le monde. Mais il y a une grosse partie, par exemple, alors évidemment l'Extrême-Orient en particulier et l'Asie du Sud-Est aussi, au sens très large, ne consomment pas de lait du tout, alors qu'ils peuvent, puisqu'ils ont des buffles, ils ont des vaches depuis longtemps quand même. Alors, jusqu'à très récemment, c'est-à-dire jusque dans les années 80-90 de ce siècle, enfin du siècle du XXe siècle, je veux dire. Ça c'est parce que je suis vieux, j'ai toujours du mal à me dire quand je suis au XXIe, ça y est. Et donc, ils consommaient pas de lait au quotidien. Et cette ligne de démarcation entre population de buveurs de lait et non buveurs de lait, ce qu'elle signifie techniquement, a été pour la première fois, je crois, il y a eu un autre article d'un anglo-saxon, il me semble, mais postérieur, c'était Lucien Bernot qui a été un des tout premiers à parler de ça, et donc je vous ai mis la référence de l'article dans l'Homme, qui est paru en 88, qui est très intéressant parce qu'il est assez rare, et il a été reproduit dans le volume qu'on a publié en 2000 presse de la Sorbonne de tous les travaux de Bernot qui s'appelle Voyage dans les sciences humaines. Qui sont les autres? C'est un livre intéressant parce que Bernot écrit peu, enfin a publié peu, mais c'est toujours avec grande pertinence et un intérêt, et toujours avec une énorme, parce que c'était l'élève de Leroy-Gourhan très attentif, un peu comme les archéologues, à tout ce qui est description technique, mais très rigoureuse. Donc c'est vraiment quelque chose que enfin si vous connaissez pas, je vous enjoins de le regarder, parce que le lait
c'est important, probablement, dans les consommations. Voilà ce que je peux dire sur ça. Il y a tout le problème de l'intolérance au lactose, même sur les populations. Ça, c'est quand même. C'est vrai que on ne peut pas boire de lait, mais on peut manger du fromage. C'est la protéine stockée. Mais faire du fromage, c'est pas quelque chose d'évident. C'est pas parce qu'on fait cailler du lait qu'on va obtenir du fromage. D'abord, il y a une procédure extrêmement complexe. Par exemple, tu vois, en Chine, ils savent faire, la Chine Han, ils savent faire du fromage puisqu'ils ont le voisinage des nomades, des Tartares, des Mandchous, ce que tu veux. Mais non, ils en mangeaient pas. Ils mangeaient pas. En Asie du Sud-Est, il y a des populations depuis très longtemps qui ont domestiqué des vaches, donc avec du lait ou des chèvres ou des moutons. Ça remonte pas à hier, mais ils consomment pas. Voilà. Par ailleurs, autre chose, puis après je laisse la parole aux autres. Ce que tu as dit à la fin, au début du débat là, sur le pain, donc l'importance du pain principal, je suis absolument d'accord avec toi que évidemment, alors, et ça concerne ce que j'ai dit hier à propos des diabètes. J'ai pas eu le temps de développer le détail je le ferai dans l'article, mais la consistance des plats, qu'est-ce qu'on mange, etc. L'équivalent, évidemment, pour le sud-est asiatique, on s'en doutait, hein, c'est le riz. De même qu'en dans le Pacifique, on a bien ce matin, et Paulinard a bien souligné l'importance des tubercules qui priment sur le reste, évidemment. Et le reste, c'est ça. Et d'ailleurs, dans les langues diaoui, malaise, chinoise, thaï, viet, enfin toutes celles que je peux connaître, ils disent pour ce qui est la viande, dans les repas, hein, la viande, même si c'est très cher et énorme, c'est les accompagnements du riz. Ou des tubercules ou autre chose, mais et en Afrique, pour ce que je peux connaître, c'est la même chose. On mange autour du poutou, on mange autour du fonio, on mange autour du mil, on mange autour du riz aussi. C'est pas le même, mais le plat principal, c'est bien ça, c'est bien le pain en fait, pour l'équivalent occidental. Hein. Et alors par contre, il y a un truc, c'est intéressant à dissocier, c'est l'histoire des animaux sauvages, parce que d'après Tim Ingold de 83 dans Appropriation of Nature, il a signalé que d'après lui, il n'y a pas de sacrifice avec des viandes sauvages, ça n'existe pas à sa connaissance, et à la mienne non plus, et à celle de Bernard Séatour. Plein de collègues sont d'accord avec nous, donc sur ça, donc que le sacrifice c'est toujours des animaux domestiques, même quand on peut trouver facilement du sauvage. Hein, c'est pas seulement l'opportunisme qui régit ça, mais il n'y a pas apparemment donc tout ce qui est les sauvages, ce serait des appoints ou des possibilités mais ça m'étonnerait que ce soit dans des circonstances prévues, planifiées, à moins que ce soit sur des durées courtes. Qu'ils aient beaucoup de chasseurs, mais comme tu as rappelé que c'était 30% seulement, ou 60 maxi, très peu en fait. C'est plutôt 5 que 30. Hein. Oui, c'est ça. Et c'est d'ailleurs moi, quand je faisais les études à Nanterre, on faisait avec de l'archéo en même temps, à l'époque, préhistoire, etc. On apprenait que c'était des collecteurs chasseurs plutôt que des chasseurs-collecteurs dans le monde, que c'est une appellation fausse. D'ailleurs, le livre de Pierre Clastre, ce qu'on sait des Hatchés, les chasseurs-cueilleurs de Paraguay, là, très célèbre dans la collection de terre humaine. En fait, il y a plein de critiques, de collègues qui ont critiqué parce que moi, j'ai pas d'avis, je connais pas bien, mais il disait parce que il privilégie dans son livre la chasse, alors qu'on sait tous que la chasse c'est minime, c'est aléatoire. Combien dans les films de Rému, ils reviennent bredouille à chaque fois. Enfin, le grand cinéaste, aide-moi, du sud, du midi, là. Espagnol. Oui, dans ces films, la chasse, c'est bredouille, la pêche aussi, oui. Et c'était probablement le cas. Oui, paléolithique aussi, à mon avis. Même s'il y avait plus de gibier, leurs moyens techniques étaient quand même. Donc, dissocier. Je pense qu'il faut bien dissocier. C'est ça un point très intéressant dans les consommations de viande sauvage et consommation de viande animale, parce que ça m'étonnerait qu'il y en ait dans les festins, en fait. Pour moi, donc s'il y en a,
Comme là, c'est un peu bizarre, quoi. Voilà. Dans le festin humain là, autophagique de Font-Brégois, apparemment, les fosses sont contemporaines. Hein. La fosse à sanglier, la fosse à homme, la fosse à domestique, elles sont contemporaines. Ça dépend parce que si ils ont Elles sélectionné appartiennent les. au même système structurel. Oui, mais le sanglier, tu as dit que c'est difficile de différencier un Oui, sanglier oui, mais d'un. on arrive quand même. Mais bon, c'est difficile. Mais quand on a les crânes, ça va. Quand c'est Bah, les os, c'est compliqué. à Bornéo, aujourd'hui, entre un sanglier barbu de forêt et un sanglier, enfin un porc marron, si tu veux, qui s'est échappé, qui est redevenu sauvage, c'est pas facile, hein. Au Néolithique ancien, le cochon, il a la taille actuelle. Le sanglier, Ouais. la taille d'un petit bœuf. Oui, et Oui. ça dépend où, parce que Jean-Denis Vigne a mis en lumière dans sa théorie de la, tu sais, le phénomène d'insularisation que sur une île, les populations animales régressent en taille et qu'on a retrouvé en Sicile le Elephas falconaris qui faisait la taille d'un petit cochon. Alors c'était un éléphant, un tout petit éléphant. Donc tu vois, ça dépend. Bah, c'est comme les, oui. Oui, non, mais je sais, non, mais tout ça, c'est connu des archéozoologues. Si tu veux, il y avait pas qu'il y a du Ok. cerf aussi dans les cervidés, dans les fosses qui Ouais. accompagnent les restes humains. Oui, mais Et ça, aujourd'hui, par exemple, on trouve de la viande de biche, non? Très facilement. Peut-être qu'il y avait des élevages, c'est des animaux qui se donnaient. Regarde, qu'est-ce que la reine pour un sam ou oui, oui, un on peut lapon? envisager, oui. Est-ce Oui, que c'est un animal sauvage ou est-ce que c'est un animal domestiqué pour eux? Pas c'est pas de pour la biche nous. de renne, hein, c'est de la biche de chevreuil. Hein. Ah oui, bah, tout de suite dans le technique, c'est un archéologue. Bon, je passe, Non, non, pardon. non, dans l'art néolithique. Ouais. Pas dans l'art paléolithique, les cervidés, j'en parle pas, mais dans l'art Ouais. néolithique, le cerf, il reste, les bois évidemment étaient utilisés pour faire les gaines de hache, tout ça, les parures, tous les outils que tu veux, évidemment. Hein. Dans la Gaule chevelue, là, celle des forêts profondes, comme on dit ici, évidemment, on utilisait beaucoup les bois qu'on ramassait dans les forêts. Mais là, je parle pas de récolte de bois, je parle d'animaux dont on a retrouvé des parties du squelette qui sont Ouais. vraiment chassés ou piégés et qui Mm. sont récupérés pour être mangés. Il n'y a aucun problème. Et donc, pour l'instant, on n'a pas la démonstration de l'élevage. Alors, l'élevage, il provoque aussi une modification structurelle très importante des os de l'animal. Tu reconnais un bouc avec un mouflon. Ou, enfin, je veux dire, c'est pas les mêmes. L'élevage transforme automatiquement le squelette de l'animal. Ça, Ok. alors là, il y a aucun doute là-dessus. Mm. Donc, à part le cochon qui pose problème. Alors, le cochon et le sanglier, au néolithique, c'est surtout la taille. Mm. On a des monstres. Hein, rappelle-toi, dans les travaux d'Hercule, il doit tuer un sanglier. Jusqu'à Ouais. l'époque gallo-romaine, on a des monstres dans le Mm. sud de la France. Moi, on m'a montré des os de sanglier de la taille des os d'un petit bœuf. Pas d'un Mm. veau, d'un petit bœuf. Bah, Donc, c'est-à-dire que moi j'ai vu des sangliers à Bornéo qui faisaient plus d'un quintal, des mâles, ouais. ah oui. Portés par, portés, tu sais, avec les lianes attachées aux pattes, Ouais. comme un sac à dos, par bon c'était un Punan, il était costaud, mais un seul gars sur des kilomètres et en courant, le mec, en forêt, pour le rapporter au village. Je Il l'ai court vu. tout le temps, Et les gens. Bernard Selato l'a vu souvent, lui. Il me l'a confirmé. C'est impressionnant. Et c'est pas comme les petits sangliers qu'on a chez nous maintenant. Non, non, puis alors, ça c'était chassé au pieu ou au piégeage, Ouais. hein, pas à la chevrotine ou à la balle de fusil, bien sûr. À la lance, c'était encore chassé par les proto-indo-chinois Tiaoma ou Mnong dans les années 50 à la lance, uniquement. Oui, oui, oui. Ouais, c'est pas pour rien que les Gaulois l'avaient pris comme emblème. Hein. Ouais, ouais. C'est, Bon. c'est- Bah, en tout cas, merci pour tes réponses. Voilà. Voilà. S'il y avait peut-être une dernière question de Pauline qui s'interrogeait sur l'association directe crâne de bœuf et lit de pierre chaude. Et puis je pense qu'on pourra faire la pause de midi après la question. C'est pas des pierres chaudes, hein,
c'est des pierres qui sont déposées à plat sur les sols d'occupation, sur lesquels sont déposés le crâne, hein, pas le bucrâne, enfin le bucrâne, hein, le crâne complet, déposé. J'ai fouillé également des grands silos avec un crâne de veau posé à la base du silo, le crâne de veau retourné avec une alène en cuivre plantée dedans. J'ai fouillé des crânes associés par 3 ou 4 dans des structures en terre crue bâties dans le néolithique final de la région. Voilà, quoi, c'est très courant, on en trouve tout le temps, quoi, sur les grands sites de plaine en particulier. Alors, sur les sites de l'arrière-pays en pierre sèche, on n'a pas ça. Voilà, parce que ça doit être à l'extérieur, évidemment, sur le calcaire, ça n'a pas tenu, quoi, ça a disparu. Ok. Bah, écoutez, si on peut conclure pour cette matinée, en vous souhaitant encore bon appétit, et puis on peut se retrouver vers Oui, 14h.